On va parler des load balancers HTTP modernes. Est-ce qu'il reste encore des gens qui ne sont pas du tout tech dans la salle? Ok. On peut aller dans les détails un peu sanglants. Ok. Ok. Qui je suis et en quoi je suis légitime pour parler de load balancer HTTP? Ça peut être une question. Donc aujourd'hui, je suis freelance dans le domaine de l'IT. Pas mal autour de DevOps. Ma société, c'est Web of Mars, qui est représentée par moi seul. Et on a fondé avec quelques collègues l'alliance Build and Run, qui est une alliance de freelance dans l'IT, qui nous permet de gérer des projets un peu plus conséquents et d'avoir des échanges sur des technos et des approches différentes sur les projets. Alors un peu de contexte et de définition sur les load balancers. Oh là qu'est-ce que ça fait? Mon Dieu. Passer beaucoup de slides d'un coup. Ok, c'est quoi donc un load balancer? Un load balancer, en gros, c'est ce truc-là. Alors sur le truc, normalement j'avais une animation, mais on va faire sans. Et ça, on voit pas le pointeur, c'est pas grave. Un load balancer, ça va être ce truc-là, comme on voit bien la grosse flèche, qui permet de router entre deux serveurs web et d'amener notre demande, donc du coup de petits chatons, parce qu'on sait bien que... Salut. On sait bien qu'Internet, ça sert que à ça, à afficher des photos de chatons. L'amener sur le bon serveur web, qui soit fonctionnellement le même que le 1 et le 2, ou pas. Si on parle de microservices, on verra un petit peu plus tard. Quel est l'intérêt de faire ça? Le premier intérêt, ça va être de répartir la charge. Quand on a beaucoup de trafic, on va être obligé d'avoir plusieurs serveurs parce qu'il y a un moment où on a une limite physique et on ne peut plus servir de requête. Et donc on va prendre deux serveurs et on va répartir entre le 1 et le 2 selon l'utilisateur qui fait la demande. Deuxième intérêt de ça, c'est la résilience. C'est si on a du coup plusieurs serveurs et qu'il y en a un qui tombe en panne, on va pouvoir aller enlever du pool du load balancer celui qui ne fonctionne plus et taper directement que sur ceux qui sont sains. Troisième intérêt, ça va être aussi la sécurisation, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle du SSL offloading, c'est-à-dire de faire porter les certificats par un load balancer, gérer tous les certificats en un point unique, et être en HTTP clair à partir du load balancer. Ça simplifie le problème du déploiement des certificats, notamment de faire ça. Il va exister deux grandes familles de load balancers. Il y a les load balancers qui travaillent couche 3 réseau, c'est-à-dire purement des flux TCP. On va utiliser ça pour tout ce qui n'est pas HTTP, pour être clair. Exemple du streaming vidéo, du FTP, de la VoIP et plein d'autres exemples. Et puis après, il y a des load balancers très spécialisés qui travaillent couche 7 et qui offrent des fonctions propres à HTTP, notamment à faire du routing en fonction du cookie, en fonction de la session HTTP, ce genre de choses, ou être capable d'aller chercher des choses dans les URL, comme des patterns d'URL pour les rediriger vers les bons endroits. Et on va essayer de faire un panorama historique des load balancers. Dans les années 90, un load balancer, c'était ça. Cisco vendait des ASA load balancer. Ça se configurait en câble série. C'était un truc pas très rigolo et c'était des règles statiques qu'il fallait coder. Les certificats, il fallait les importer sur chacune des machines, pareil, toujours avec le câble série. C'était basé sur le routage sur les adresses MAC des cartes réseau. Et il y avait déjà la possibilité de coder des health checks pour vérifier que le serveur était en bonne santé. Ça, c'était vraiment la base des load balancers. Dans les années 2000, on a commencé à voir la transformation en software des load balancers. Donc il y a le LVS, Linux Virtual Server, qui est sorti dans ces années-là. Les projets HA Proxy sont sortis dans les années-là. Les serveurs web Apache Nginx, c'était déjà plus vieux, mais on commençait à être utilisés en tant que load balancer. On a commencé à avoir des modules dédiés au load balancer dans Apache et ce genre de choses. Les configurations restaient toujours statiques, mais on était passé un petit peu du hardware au software, ce qui était plus simple à gérer en termes de mise à jour et plus pratique, puisqu'on n'était pas obligé d'acheter de l'équipement Cisco et ce genre de choses. Dans les années 2005-2010, on a commencé à avoir des trucs un peu plus sympas en termes d'IT, notamment la configuration dynamique de ces règles de routage au niveau de notre load balancer, par des outils de management, genre Ansible, Chef, Puppet, si vous connaissez. Fallait quand même lancer l'outil à chaque fois qu'on changeait une règle et qu'on voulait déployer sur un parc de load balancer, par exemple. Il fallait quand même lancer l'outil, mais c'était dynamique et on commençait à avoir des prémices d'infra as code qui sont intéressantes. Dans les mêmes années, on a commencé à virtualiser tout le matériel et du coup, ces serveurs-là, load balancer, qui étaient du software, ont été virtualisés au même coup. Et on voit l'apparition de NSX, qui est on va dire une brique software de VMware pour gérer des load balancers.
entre autres. Et 2012, sortie de Docker, et là c'est un gros big bang pour le monde des load balancers. La problématique principale qui va se poser avec les architectures de conteneurs, c'est que du coup on se retrouve avec un monde dynamique derrière le load balancer, c'est-à-dire qu'on a plein de hosts et on ne sait pas où le serveur web WordPress qu'on veut cibler, sur quel host il est. Et pour faire du routage, ça devient très compliqué. Du coup, on ne peut plus s'exprimer en termes de règles statiques, et on est obligé d'avoir quelque chose de dynamique. Comment est-ce qu'on va fonctionner ? Il y avait différentes choses qui sont sorties dans les premiers temps, dans les balbutiements de mise en place d'architecture de conteneurs. Il y a Consul Template couplé à Consul, qui est donc une base distribuée de clés-valeurs, qui permettait de générer des templates, par exemple Nginx ou HAProxy, à la volée, qui se mettaient à jour à tout changement de l'environnement. C'est-à-dire que si j'ai un conteneur qui s'arrête d'un côté et qui est relancé sur un autre host, ça va le prendre en compte et ça va se mettre à jour automatiquement la base de données clés-valeurs et du coup le template de configuration Nginx, et il y aura un faible temps où ça ne sera pas accessible, mais le truc est dynamique. Confd et etcd, c'est exactement le même principe, ça utilise juste un autre stockage de clés-valeurs, c'est etcd. Et puis il y a eu Fabio, qui était un produit qui était utilisé par eBay, si ma mémoire est bonne, qui en gros se basait sur Consul uniquement, qui est sur les health checks de Consul, c'est-à-dire qu'il prenait en compte les health checks pour dire ce service il est sain et je l'ai récupéré l'endroit où il tourne depuis la base de service discovery qui est Consul, donc je peux router le trafic vers lui. L'avantage c'est qu'on pouvait aussi le coupler avec Vault pour gérer les certificats, et en fait ce premier logiciel ça a été le précurseur d'une longue lignée de logiciels qui sont les load balancers modernes. Alors 2018 où on en est, mais il y a toute une nouvelle série de load balancers qui sont sortis. On va parler de Traffic, qui est un produit français qui a vraiment le vent en poupe, qui est assez intéressant. Envoy, Sozu aussi français, Clever Cloud, pour ceux qui connaissent. HAProxy, Linkerd, sont tous des exemples de load balancers modernes. En quoi ils sont modernes ? Vous remplacez le titre par un des produits que j'ai cités avant, celui qui vous plaît le plus. Ils sont tous basés sur le même principe. Ils vont écouter les événements de l'API Docker ou de l'orchestrateur qu'on utilise, type Kubernetes ou Rancher ou whatever, pour gérer des règles de routage de manière dynamique et router vers les bons hosts et les bons conteneurs le trafic HTTP dont on a besoin. Ça va se baser sur les labels Docker, c'est-à-dire qu'on va taguer chaque conteneur avec un label en lui disant moi j'ai le vhost dev.example.com par exemple, et du coup le load balancer va être à même de router toutes les requêtes entrantes sur dev.example.com vers les bons conteneurs. Ça permet de gérer des chemins, par exemple faire de la composition de site web. Si vous êtes dans une vraie architecture microservice, vous avez des conteneurs qui sont dédiés à votre store et des conteneurs qui sont dédiés à votre blog. Et ils font pas blog et store en même temps. Du coup, il faut être capable, au niveau du load balancer, d'aiguiller les requêtes qui finissent en /store, c'est pour les conteneurs store. Les requêtes qui finissent en /blog, c'est pour le conteneur blog. Ça permet de gérer des poids. Par exemple, on peut dire qu'on a une V1 et une V2 déployées en même temps et router 90% de notre trafic vers la V1 et 10% vers la V2. Dans ce cas-là, en fait, ça permet plein de mécanismes de déploiement qui sont super intéressants. Typiquement, si vous connaissez qu'est-ce qu'un Canary deployment ou un Blue Green deployment ou un rolling update, tout ce genre de choses, c'est facilité grâce à des load balancers comme ça qui sont capables de gérer des poids. C'est exactement ce que fait l'utilisateur de Gmail quand vous êtes testez une interface de Gmail, vous avez des chances d'être peut-être parmi les utilisateurs qui sont en bêta, et dans les 5% qui sont en bêta, ils sont reroutés vers la nouvelle version. Et au bout d'un certain temps, la nouvelle version va remplacer progressivement l'ancienne version, et puis il y a eu un passage en prod sans que ça se voit. Gros plus aussi qui est assez nouveau dans les load balancers, c'est que ça va permettre de gérer de manière dynamique les certificats. J'imagine que tout le monde connaît Let's Encrypt ici. Ça va permettre de dire tu es dev.example.com, mais tu veux être en SSL parce qu'aujourd'hui on fait plus de sites qui n'ont pas de SSL, ça sert à rien. Récupère tout seul ton certificat auprès de Let's Encrypt à la volée dès que tu démarres. Et donc les load balancers vont faire ça. Je vous ai mis un exemple d'un petit schéma de Traffic pour vous visualiser un peu ce que ça donne. Ça va permettre de gérer tout le trafic entrant. Il va se mettre en coupure devant l'infrastructure de conteneurs. Et derrière, lui, il va aller aiguiller. Derrière ce gros carré vert, finalement, ça peut être
30, 40 hosts, et surtout ça peut être je ne sais pas combien parce que ça varie sans arrêt. Ce qui est le propre d'une architecture de conteneur moderne. On va avoir un nombre de hosts indéterminé, ça dépend du moment. Le futur des load balancers, c'est quoi? Mais c'est principalement les API Gateway et les services mesh. API Gateway, c'est tout ce qui va être devant les API pour apporter de la fonctionnalité. Tous les microservices modernes se basent sur un contrat d'API normalement, parce que ça permet de parler le même langage avec les autres services. On parle de trafic nord-sud, le trafic nord-sud c'est celui qui rentre dans l'infrastructure par le haut, par Internet, et qui est routé vers les serveurs en bas. Et les LB vont être utilisés pour ajouter de la fonctionnalité comme le versionning d'API, quand on doit supporter plusieurs versions d'API en parallèle, le circuit breaking, quand j'ai un souci de perf sur une de mes API, ben je préfère terminer vite la connexion plutôt que de laisser attendre un utilisateur, et puis il va réessayer ailleurs. C'est le principe du circuit breaking. Et l'authentification centralisée, quand vous faites par exemple de l'OAuth2 VS votre Google Suite pour authentifier vos utilisateurs dans votre entreprise, bah, vous pouvez le faire au niveau du load balancer plutôt, et après enrichir votre requête avec un token JWT plutôt que de faire coder ça dans chacune des applications. Ça n'apporte rien de le recoder à chaque fois. Donc un exemple typique de load balancer évolué qui est spécialisé là-dedans, c'est Kong. Les services mesh. Service mesh, c'est un peu plus compliqué, ça gère le trafic est-ouest, c'est-à-dire que ça va permettre de décharger un microservice de tout ce qui n'est pas utile en termes de métier et d'apporter un certain nombre de fonctionnalités. Ces fonctionnalités, ça va être la sécurisation des microservices, l'authentification réciproque des microservices et l'observabilité. L'observabilité étant, grosso modo, les métriques de chacun des microservices. C'est pas intéressant d'aller coder des librairies de métriques dans chacun de vos services. Si ça peut être apporté par un truc à côté de manière générique, c'est parfait. Et du coup, les services mesh s'appuient toutes sur des solutions de load balancing internes. Un très bon exemple, c'est Istio, qui est la solution de service mesh qu'elle vend en poupe dans Kubernetes aujourd'hui, se base sur Envoy, qui est jamais qu'un load balancer HTTP. Et j'ai terminé pour la partie technique. Merci à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des questions.